Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Isabelle Royer, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec une spectatrice, Marie-Charlotte Tessier, qui veut partager avec nous un coup de cœur et un coup de gueule à propos du festival Exhibit. Puis nous entendrons un morceau de PR2B, Rayon Gamma. Marie-Charlotte Tessier, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, je vous invite en tant que spectatrice d'un événement particulier que nous avons connu longuement au Havre, un festival d'art numérique, Exhibit au Tetris. Et je vous invite aussi parce que vous êtes une spectatrice, on va dire peut-être éclairée ou du moins, qui a eu l'occasion de réfléchir, parce que vous êtes professeur de philosophie, mais pas seulement, puisque vous êtes en lycée, vous êtes aussi danseuse, et vous vous intéressez d'ailleurs aussi bien à la danse contemporaine qu'à la danse populaire, et vous aimez ce mélange entre le populaire et le savant, on peut dire. Alors, qu'est-ce que vous aviez trouvé dans Exhibit ? Merci Isabelle pour cette présentation, dans laquelle je me reconnais très bien. Et merci de me donner l'occasion de partager un peu mon expérience de spectatrice et puis ma déception, aussi ma colère, à l'annonce de la fin d'Exhibit, dont j'attendais la programmation. Et dont j'ai compris qu'il n'y aurait pas de programmation pour l'été prochain. Alors la fin a été annoncée en février. Pour ma part, j'étais occupée par d'autres sujets. Les luttes sociales, les grèves m'ont pas permis finalement de prendre la mesure de la décision. Et je m'en suis aperçue un petit peu sur le tard. Voilà. Et peut-être trop tard. Et donc alors qu'est-ce que j'aimais dans ce festival, outre le fait qu'il était pas loin de chez moi, ce qui le rendait très pratique. Oui, rappelons qu'il existe depuis 2017 et qu'il a attiré énormément de spectateurs. Oui. Alors c'est un festival qui a été créé en 2017 avec un été au Havre, avec la première édition d'un été au Havre. Il avait lieu depuis le début dans le Tetris, puisque la salle de musiques actuelle est inoccupée l'été. On pourrait dire que d'un point de vue très pragmatique, il s'agissait d'utiliser cette boîte noire, qui est un espace de métamorphose. En fait, c'est une salle de théâtre ou une salle de concert, c'est un dispositif que moi j'aime bien appeler une boîte noire. Oui, oui. Et donc cette boîte noire, elle était libre. Elle permet d'organiser des formes qui sont pas celles qu'on attend toujours, et notamment des formes aussi assez spectaculaires. Là, en l'occurrence, un festival d'art numérique avec des créations qui sont aussi bien de l'ordre de la projection d'images plus ou moins immersives, mais voilà, de films d'animation, de projection de lumière, de jeux de lumière, mais aussi de la programmation de machines à l'aide de programmes informatiques que je serais bien incapable d'ailleurs de décrire parce que moi je suis vraiment pas du tout une spécialiste de ce domaine-là. Oui, c'est tout à fait nouveau. Les arts numériques, il n'y a pas si longtemps quand même que cela existe. Et pour nous, en face, on est un peu ignorant, un peu béotien. Et peut-être ce festival répondait à cette ignorance, à ce désir d'en savoir un peu plus, dans le fond. Oui. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'y ai trouvé. Oui. Quand je faisais des recherches en danse, parce que j'ai fait, effectivement, j'ai pratiqué la danse, mais j'ai aussi, j'ai suivi une licence d'art du spectacle en danse au début des années 2000. Oui, oui. Et clairement, voilà, aux alentours de 2003-2004, le sujet du numérique dans la danse, l'introduction de la vidéo, c'était presque pas un sujet tarte à la crème, mais c'était un sujet attendu et parfois vraiment surfait. Et moi, c'est vrai que je suis assez sceptique à l'égard des arts numériques
Je suis pas du tout immédiatement charmée. Moi, voilà, mes pratiques, elles m'attirent plutôt du côté du toucher, du tactile, de la danse contact, des danses trad, où on se tient par la main, on se regarde dans les yeux. Et l'idée d'être ému par des jeux de lumière, des mouvements programmés par une intelligence artificielle, ça ne va pas du tout de soi. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé en fait chaque année. J'ai essayé pour moi-même là de me faire une petite rétrospective. Et en fait, par exemple. Chaque année, j'ai trouvé des sujets que je me suis empressée de partager avec mes élèves à la rentrée, en me disant, ben voilà, ça, là, j'ai un bon exemple pour revoir mon cours sur l'art et essayer d'interpeller des élèves qui auraient pu voir ces œuvres cet été et qui ne sont pas toujours concernés par l'art. Oui. Alors, je peux peut-être donner bien sûr, un ou deux exemples. Tout à fait. Surtout que d'après ce que vous dites dans le fond, tous les ans, ça a été un succès. Oui. Oui. Alors, je pense que j'ai dû louper, à titre personnel, une ou deux éditions, mais la première édition, entre la première édition en 2017, qui s'appelait Smart Factory, et la dernière édition en 2022, qui mettait en valeur les œuvres d'un seul artiste, Joanny Lemercier, il y a eu une véritable évolution, puisque dans Smart Factory, il y avait vraiment un paysage assez hétéroclite de création lié à l'intelligence artificielle, avec, on pourrait dire, une question qui était un peu la question opératoire de la proposition. Est-ce que les machines peuvent devenir des artistes ? Voilà. On en entend beaucoup parler en ce moment, d'ailleurs, encore, bien sûr. Et avec ChatGPT, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ces questions. Est-ce que les machines peuvent devenir philosophes ? Est-ce que ChatGPT peut passer le bac de philo aussi bien que Raphaël Enthoven ? Bon, moi je suis pas sûre que c'est avec ce genre de mise en scène et d'agone, de lutte qu'on pourra réussir à comprendre quelque chose. Je crois que ce qui était pertinent et vraiment nourrissant pour Exhibit, c'était de nous proposer d'expérimenter. Nous proposer une vraie rencontre avec les machines, avec ce qu'elles pouvaient faire, d'étonnant, d'inintéressant, d'amusant. Voilà. Et c'était très accessible, et puis il n'y avait pas non plus de propos, de discours préalables. Je pense vraiment c'était... je pense à Smart Factory, pour revenir donc sur des exemples un peu précis. Moi, j'ai gardé précieusement les portraits que 3 programmes ont fait de moi, comme beaucoup d'autres spectateurs à vrai ont dû les garder. En fait, il y avait une des œuvres, j'ai un peu honte, j'ai plus le nom de l'artiste en tête, mais je suis sûre que ceux qui ont vu l'expo s'en souviendront et ils trouveront la ressource en ligne. En fait, il s'agissait de s'asseoir pendant une bonne demi-heure, 40 minutes. Donc, ce qui est aussi une expérience d'aller voir une expo, de prendre le temps. De toute façon, c'est l'été, c'est gratuit, l'expo elle est ouverte tout l'été, donc si on n'a pas le temps la première fois, on peut y retourner la semaine suivante en se disant que là on va pouvoir prendre le temps. Et s'asseoir 40 minutes avec en face 3 caméras, 3 webcams, je crois, qui captaient l'image, la faisaient traiter par 3 programmes différents qui faisaient 3 portraits avec un style ou une signature différente. Alors voilà, est-ce qu'il y a un tour de main ? Est-ce qu'il y a un style, une manière ? Est-ce que la machine est capable de manière ? C'est ça, par exemple. Bonne question. Question intéressante. Alors, bien sûr, peut-être que moi je m'enthousiasme un peu facilement, sans doute tout ça explicable par le traitement de la lumière, la façon dont la lumière va être rendue, dont on programme la dynamique des lignes. Enfin, comme j'y connais rien, je vais pas m'appesantir sur le sujet, mais
Et au final, ces tours à portrait, ils avaient quelque chose d'intéressant. Ça faisait une espèce finalement, est-ce que la machine est capable de perspective? Est-ce qu'il y a une pluralité de vues, une diversité de points de vue à l'échelle des intelligences artificielles? Ou est-ce que la diversité de points de vue, ce serait le propre des intelligences humaines et d'une sensibilité Finalement, humaine? cette exposition nous permettait de réfléchir. Exactement. Il y avait d'ailleurs au début de l'exposition une rencontre au volcan avec Jean Blaise, avec Franck Testard qui représentait le Tetris qui accueillait l'exposition, la première du genre. Oui. Donc c'était quand même un événement. Oui. Et aussi un des artistes invités, Grégory Chatonsky, qu'on retrouve cette année dans l'exposition, dans Un été au Havre, pardon. Oui. Puisqu'il propose un projet sur 3 ans qui s'appelle La ville qui n'existait pas, où il programme une intelligence artificielle ou des intelligences artificielles pour imaginer des vues, des paysages du Havre à partir d'images d'archives de la ville. Donc le propos est intéressant. Moi, pour l'instant, j'en ai vu que quelques-unes de ces fresques qui sont sur les immeubles Alcéane, qui sont en partenariat avec les bailleurs sociaux. Donc, Grégory Chatonsky était déjà là en 2017. Il avait créé un groupe de musique fictif qui écrivait plus de musique que ce que n'importe quel spectateur pouvait écouter, qui créait des clips. Bon. Et moi, ça me fait penser aussi à ce que par exemple, le PDG de Netflix cherche à faire, en fait, créer plus de films que ce que personne ne pourra jamais voir. Ah oui. Qu'est-ce que ce serait un art qui se situerait au-delà de la rencontre possible avec son public? Aïe. Qui se situerait d'emblée dans le débordement de nos facultés et de notre perception. Alors peut-être c'est le sublime. En fait, chez Kant, par exemple, c'est le sublime n'est pas le beau. Le sublime, c'est ce qui nous permet de percevoir les limites de ce qui est perceptible. Alors, ce qu'on retrouve avec des artistes, par exemple, aussi chez cet artiste qui est installé à Londres, qui s'est approprié le Vantablack, la peinture la plus noire du monde, Anish Kapoor, et qui travaille sur le sublime, justement, sur un noir qu'on ne peut pas percevoir parce qu'il absorbe quasiment toute la lumière. Donc peut-être on peut se dire, après tout, on est dans ce registre-là, en fait. C'est un prolongement de l'art contemporain, de problématiques qui sont au cœur de l'art contemporain, et que les arts numériques renouvellent en donnant naissance à des œuvres qui dépassent notre capacité de réception. Et la dernière exposition, là, en 22, a été aussi très marquante. Je crois qu'elle a attiré énormément de monde au Tetris. Oui, alors en 2022, un seul artiste était invité, Joanie Lemercier, qui est un artiste belge, je crois, qu'on pouvait rencontrer parce qu'il y a eu des événements autour de ce festival. Je crois que c'est très important quand même, ça aussi. C'est pas seulement une exposition. C'est aussi, des rencontres, des conférences, des ateliers, Alors, je vais pas pouvoir donner forcément d'informations très précises là-dessus, mais effectivement, c'est un format exhibit. Pour moi, c'était vraiment un format. C'est-à-dire un festival ouvert tout l'été. Du mardi au dimanche, de 10h à peut-être 18h, enfin toute la journée. C'est ça. Gratuit, où on n'a pas besoin de réserver, on n'a pas besoin de s'annoncer. Et je suis presque tentée de comparer ça à la présence du psy. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est un festival sur qui on peut compter si on ne sait pas quoi faire, pour ceux qui passent vraiment un été au Havre. Pas pour ceux qui passent au Havre, mais pour ceux qui sont au Havre. Exactement. Et qui passent vraiment un été au Havre. C'était d'abord un grand format, en fait. J'ai envie de dire, un grand format d'une expo qui est toujours ouverte. C'est ça, accessible. Et en plus, aussi des rencontres qui viennent se greffer autour de la proposition artistique, qui viennent la prolonger, je pourrais peut-être dire augmenter. Et Joanie Lemercier était venue avec la commissaire de l'exposition, je pense, qui accompagne son travail, pour parler des arts numériques, mais aussi du militantisme, parce que c'était une expo qui était
loin d'être hors sol et déconnecté comme on pourrait imaginer par exemple ce que serait un art geek si je puis dire, Oui, oui. puisque l'exposition se terminait par un film réalisé avec un drone qui s'appelait de mémoire Slow Violence, qui donnait à voir les plus grosses machines du monde, qui sont des excavatrices. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas, il faut chercher sur internet excavatrice ou alors Slow Violence. Joanie Le Mercier pour voir le teaser du film. Oui. C'est vraiment impressionnant. On soit dans un film dystopique. Exactement, mais j'en ai beaucoup entendu parler, ça a marqué les esprits. Ouais. Ah oui. C'était plus éloquent que n'importe quel discours sur la technique, par exemple avec Heidegger et l'idée qu'au fond, ce que la modernité technique et ce que les sciences avaient transformé dans le monde, c'est pas simplement le monde, sa matière, mais notre rapport au monde, notre être au monde. Et que la nature était devenue pour nous une ressource à exploiter à notre disposition, une sorte de fonds de réserve. C'est ça. Et là, les excavatrices, ce sont donc des machines qui viennent creuser la terre, qui sont gigantesques, totalement démesurées et inhumaines, aussi par leur barbarie, puisqu'on voit comment elles viennent détruire le sol pour extraire du charbon. Donc c'est dans une des plus grosses mines de charbon en Allemagne, qui en plus c'est un charbon de mauvaise qualité, qui a une très faible performance énergétique. Donc il y avait un vrai sujet écologique. Et là, je crois que l'image permettait vraiment de prendre la mesure de ce qui dépasse notre mesure. Là, voilà. On n'est pas dans le sublime, là, on est dans la catastrophe, dans l'impensable de la catastrophe écologique. Ce qui veut dire quand même qu'Exhibit prenait à bras le corps l'actualité, qu'elle soit numérique ou écologique, et en rendait compte et nous permettait à nous, simples spectateurs, de l'appréhender, de la comprendre, de nous interroger. Bref, c'est quand même une utilité de ce festival extraordinaire. Je connais beaucoup de spectateurs et spectatrices, des amis qui sont passés plusieurs fois l'été dernier pour revoir le film. On s'installait dans des transats, le film devait faire peut-être 15-20 minutes. Il y a une scène très émouvante où on voit une pelleteuse qui détruit une église, puisque précisément l'extension de cette mine, qui est d'ailleurs un contrat qui court jusqu'à 2038, je crois, implique de raser certains villages, certains espaces de vie pour en faire des espaces de mort. Et j'ai vu des gens pleurer devant ce film. Moi-même, je l'ai conseillé à la rentrée à mes élèves. J'ai envoyé comme premier devoir de l'année, c'était devenu presque une habitude. Mais oui. Mes élèves, le premier week-end, parce que l'exposition se termine en général début septembre, au moment de la rentrée. Donc, j'envoyais mes élèves en mission, voir l'expo, puisqu'elle était gratuite, et ça nous faisait un premier sujet de discussion. À la fois sur la technique, qui est une notion de programme de philosophie, sur l'art, le rôle de l'art dans la société, le rôle des artistes, sur la politique, sur l'écologie. Et c'est pourquoi quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de festival Exhibit cette année, j'étais pas simplement déçue, mais vraiment en colère. Parce que je ne comprends pas pourquoi, alors que depuis 2017, donc ça fait 6 ans, 7 ans, que ce festival grandit, qui permet à des jeunes l'été de faire un service civique, de découvrir la médiation, d'expérimenter, qui permet à des familles de passer un été riche et nourrissant, de se cultiver, qui est vraiment accessible à tous parce qu'il est ludique, il n'est pas du tout intimidant. C'est pas une culture intimidante, c'est vraiment une culture qui est une main tendue vers la réflexion. Pourquoi est-ce qu'on met fin à une telle proposition ? J'ai prévu d'écrire à Madame de la Fosse pour l'interroger. La culture, voilà. Parce que je le regrette et j'espère très modestement. Moi, j'ai écrit un billet d'humeur sur ma page Facebook et j'invite ceux qui voudraient échanger sur le sujet à me rejoindre. C'est Macha Tessier sur Facebook. MACHATE